Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'IF40 où on va aborder le chapitre numéro 6 que sont les techniques d'interfaçage. Pour réaliser ce cours, je vais m'aider là pour l'occasion uniquement du support de cours que vous pouvez suivre. Attention, il y a quelques petites coquilles dans le support de cours que je vous ai imprimé. Je les ai modifiées dans cette vidéo, donc je vous encourage de faire de même. On attaque un nouveau chapitre, donc les techniques d'interfaçage. On va voir un petit peu de quoi ça retourne, avec un grand principe, celui du décodage d'adresse. Et on va commencer par une petite introduction pour vous initier à ça. Alors, le principe du décodage d'adresse, il passe par ce qu'on appelle la sélection des boîtiers. Donc déjà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un interfaçage? Donc on appelle l'interfaçage l'association d'un composant électronique. Donc principalement dans le chapitre, on va se focaliser sur RAM, ROM, périphérique, etc. Un microprocesseur. En suivant les règles simples qui permettent donc d'attribuer au composant une zone mémoire dans l'espace d'adressage du microprocesseur, de supprimer le risque de sélection de plusieurs boîtiers simultanés, d'assurer la compatibilité des niveaux électriques entre les composants et le microprocesseur, et puis d'assurer la compatibilité entre la rapidité du processeur et le temps d'accès aux composants. Donc plus schématiquement, de quoi il retourne? Eh bien, on va, si vous vous souvenez bien, dans le tout premier chapitre, je vous avais introduit les bus d'adresse et les bus de données. Eh bien, ici, on va voir, on avait vu la partie microprocesseur, comment est-ce qu'on gère le bus d'adresse et le bus de données. Eh bien, cette fois-ci, on va passer de l'autre côté du spectre. On va aller sur le côté composant. Comment est-ce qu'on interface les composants? On ne va pas dire le composant, parce que il y en a plusieurs, hein. Les mémoires, les périphériques, etc. Sur ce bus d'adresse avec le microprocesseur. Le principe général pour démarrer. Donc les lignes de données du composant, hein, celles où on va récupérer les données, ils sont reliés aux lignes de données du microprocesseur. C'est ce qu'on appelle le bus, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. Le bus de données, il permet de transférer des données entre le composant, le microprocesseur. Alors pour ce faire, on a besoin d'adresse. Et c'est pour ça qu'on a la ligne d'adresse, donc ligne d'adresse du composant. Alors ça va dépendre du composant lui-même, hein, le nombre de bits du bus d'adresse. Donc ça dépend de sa capacité mémoire, des registres internes, etc. Ils vont être reliés aux lignes d'adresse basses du microprocesseur. Donc on va commencer par A0, A1, etc. Ensuite, les lignes d'adresse de poids fort qui sont non utilisées par le microprocesseur. On peut avoir le cas, hein. Exemple, j'ai un microprocesseur dont le bus d'adresse est de 16 bits et mon composant uniquement de 8 bits. Eh bien, je vais l'interfacer sur les 8 bits de poids faible du bus d'adresse du microprocesseur et donc je vais avoir 8 bits de livre sur le poids fort. Mais en fait, on va utiliser ces bus d'adresse non utilisés pour définir les zones attribuées à chaque composant dans ce qu'on appelle l'espace d'adressage. Donc ça va se faire via un circuit de sélection qui assure donc le décodage d'adresse. Ça c'est important à retenir. Pourquoi ? Parce que, et on l'a toujours fait en IF40, en fait, l'espace d'adressage, c'est la mémoire que voit le microprocesseur. Et pour nous, eh bien, c'est un ensemble, c'est comme un tableau, un grand tableau qui démarre de l'adresse 000000. Je vous rappelle, les adresses font 22 bits, donc 6 zéros en hexa, jusqu'à FFFFF, c'est-à-dire 22.1 que je viens de vous dire en hexa. À cela, donc bus d'adresse, bus de données, on rajoute des lignes de contrôle des composants, donc pour aller écrire dedans, lire dedans, etc. Que l'on peut voir ici, par lecture et écriture, et qui sont communément appelés, abrégés par RDWR, hein, pour Read and Write, et ils sont reliés à celles du microprocesseur. Donc voici un petit récap de ce que je viens de vous dire, avec le bus d'adresse, le bus de données, le microprocesseur ici. Il va partager le bus avec les différents périphériques et composants. Donc ici, il y a une mémoire ROM, une mémoire RAM et un périphérique d'entrée-sortie. On va partager également des contrôles, des lignes de contrôle, pardon, lecture-écriture. Et sur le bus d'adresse, on va également avoir un circuit de sélection sur les bits de poids fort non utilisés qui va vous permettre d'activer chacun des composants. Alors, le but du jeu et le but de tout ce chapitre, c'est lorsque le microprocesseur va écrire une adresse,
ça ne va concerner qu'une seule des adresses d'un seul des composants, sachant qu'ils sont tous sur le même bus. Alors, on va faire un exemple. Donc, pour pouvoir aller communiquer uniquement avec un composant et pas plusieurs composants, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un circuit de sélection. Donc, c'est un circuit contenant 3 mémoires ayant 13 bits d'adresse. Donc ici, on voit 3 circuits, un là, un ici et un ici. Et on voit ici hop, les bits du bus d'adresse de A0 jusqu'à A12. Donc, ce composant-là a un bus d'adresse de 13 bits. C'est le cas ici et ici. Okay, du coup, on se pose la question, à l'intérieur du boîtier, on voit que c'est une ROM, hein, c'est marqué dessus. Hop, ici, c'est une ROM ici également et une RAM ici. Donc, c'est des mémoires. Hein. Combien y a-t-il de cases mémoire dans le boîtier ici? Ça revient à dire combien y a-t-il d'adresses différentes pour chaque boîtier. Ben, en fait, la réponse, c'est 2 puissance 13. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 13 bus d'adresse, donc le nombre de combinaisons possibles est de 2 puissance 13, ce qui fait 8192. Donc il y a 8192 adresses disponibles ici, ici et ici. Du coup, chaque boîtier a des adresses qui sont numérotées de la combinaison la plus faible, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0 en hexa, jusqu'à la combinaison la plus haute, on va écrire en décimale plutôt, ça sera plus facile, on écrit en décimale, jusqu'à la combinaison la plus haute, qui sera 8191 en décimale. Pour le microprocesseur, hein, le microprocesseur il parle sur le bus d'adresse qui est ici. C'est comme s'il n'existait qu'une seule mémoire, puisque lui, il envoie une seule adresse, quel que soit le composant. Donc comme toute adresse, elle doit être unique, quand je vais communiquer sur l'adresse 8191, je ne veux pas écrire, si par exemple je veux écrire à l'adresse 8191, je ne veux pas que ça écrive dans ce composant-là, dans ce composant-là, et dans ce composant en même temps. Je voudrais communiquer avec un seul des composants à la fois. Du coup, voici un petit schéma de ce que voit la mémoire. Donc la mémoire, ici, dans le plan mémoire, en fait, on a 3 mémoires, dont chacune de ces mémoires a des adresses comprises entre 0 et 1191. C'est ce qu'on a vu juste avant. Mais ça ne va pas aller parce que quand j'écris sur une adresse, par exemple 8000, bah, j'ai 3 adresses communes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du microprocesseur, on va changer le plan mémoire. On va dire que cette mémoire-là, elle commence les adresses de 0 à 1191. Celle-ci de 8192 à 16383, c'est-à-dire 8192 x 2. Et celle-ci de 16384 à 24515, c'est-à-dire 8192 x 3. Ok. Alors, pour faire ça, le problème, c'est que pour faire ces combinaisons-là, nous, on a les mêmes bits A0, A12 ici. Hein? Donc, le problème qui se pose, c'est que la RAM, par exemple, elle n'est reliée qu'au fil d'adresse A0 et A12. Donc, une adresse qui commence, excusez-moi, par 16384, en RAM, si j'écris 16384 en binaire, je vais avoir ceci. C'est-à-dire 4, 8, 12, 13, 14, 15 bits ici. L'adresse, elle est codée sur 15 bits, alors que moi, je n'en ai que 12 ici. Et bien, en fait, on va utiliser ces 3 bits de poids fort dans ce qu'on appelle, on va mettre en place un décodage d'adresse. Qu'est-ce que c'est qu'un décodage d'adresse? C'est une fonction qui établit la correspondance entre une adresse vue par le microprocesseur, qui est celle-là, et une adresse vue par la mémoire, qui va être en fait celle-là. Hein? Pour la mémoire, quand le microprocesseur écrit 16384, il faut que la mémoire, elle voit l'adresse 0, donc sa première adresse de la RAM ici. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit générer les signaux de sélection des boîtiers mémoire. En fait, cette fonction, elle va utiliser cette partie-là de l'adresse
et elle va aller activer la mémoire et endormir les deux autres. Donc, on appelle ceci un circuit d'interfaçage, le ou les circuits qui gèrent le décodage d'adresse, donc qui va réaliser cette fonction-là. Alors, attention au principe de sélection linéaire. Un moyen simple permettant de sélectionner les composants, c'est d'utiliser les lignes d'adresse des microprocesseurs non utilisés. C'est ce qu'on voit ici. Ici, j'ai utilisé A13, A14, A15, qui ne sont pas reliés aux composants. Et on les connecte directement aux entrées chip select de sélection de boîtier. Par exemple, on peut dire ce bit-là, c'est le chip select de cette ROM. Ce bit-là, c'est le chip select de celle-là. Et ce bit-là, c'est le chip select de celle-là. Donc la mise à zéro d'une ligne d'adresse lors des accès permet de sélectionner le composant désiré. Cette solution est toutefois à proscrire. Pourquoi? Eh bien parce qu'on aura le même problème. Hein. Si on met une adresse 100 ici, donc si un 0 active le composant, ici j'active deux composants d'un coup. J'active celui-là et celui-là. Et je me retrouve avec le même problème en fait. Et surtout, je vais avoir des trous dans ma mémoire. Cette solution est toutefois proscrite en faisant des risques et des inconvénients qui la caractérisent, c'est-à-dire risque de sélection de plusieurs boîtiers en même temps, c'est ça. Zone mémoire non utilisable, parce que, en fait, si on veut un seul boîtier en même temps, donc il faut ici avoir un seul 0 sur les 3, et donc il y a tout un pan d'adresses, toutes des possibilités d'adresses différentes qu'on ne pourra pas utiliser. Tout ce qui est par exemple, là, 1, 0, 0, toutes les adresses commençant par 1 ou 0, 0 sont inutilisables. Et accès à la ROM de démarrage à l'adresse 0, impossible. Parce que l'adresse 0, ça va allumer tous les autres. Donc dans tous les cas, on utilise un circuit de sélection qui va activer les entrées de sélection chip select pour assurer le décodage d'adresse, comme l'illustre la figure ci-dessous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que certains des bits du bus d'adresse vont aller dans le circuit de sélection, et le circuit de sélection, lui, va faire un choix, et il va activer un seul des composants ici, en mettant son chip select à 0 et en laissant les autres à 1. Donc c'est la sélection du boîtier à partir d'une combinaison des adresses à travers un circuit de sélection qui va assurer le décodage d'adresse. Donc l'activation du composant, il est fait par une entrée qu'on appelle CS pour chip select. Et il y a un bar devant où il y a une petite boule ici, vous voyez, ça veut dire que c'est un 0 qui va activer le composant. Adaptation des niveaux électriques entre le microprocesseur et ses composants. Du coup, lorsqu'il est nécessaire d'adapter les niveaux électriques du microprocesseur à ceux des composants, par exemple le microprocesseur en 3,3 volts et les composants en 5 volts, eh bien on va utiliser des tampons bidirectionnels. Où ça? Sur les bus de données ici, qui permet de transférer les données dans les deux sens. Donc en fait, c'est un petit circuit qui va adapter le signal de 3 à 5 volts, de 5 à 3 volts. En sortie par défaut, en entrée lors d'une lecture du microprocesseur. Et des tampons unidirectionnels sur le bus d'adresse, parce que c'est toujours le microprocesseur qui va positionner l'adresse sur le bus d'adresse. Des tampons ou buffers qui permettent de remettre en forme les signaux, passer de 3,3 à 5 volts par exemple, lorsqu'ils sont trop déformés ou atténués, ça peut être le cas aussi. Ils assurent ainsi la fonction de relais entre le microprocesseur et les composants, en prenant en charge la génération ou l'absorption de courant échangé sur les bus. Donc ceci, ça permet de respecter les caractéristiques électriques du microprocesseur lorsque le nombre de composants interfacés il devient très important. Et on a des grosses chutes de tension. Alors ensuite, il faut faire attention à une deuxième chose, c'est les timings de lecture et d'écriture. Lorsque des composants sont interfacés dans l'espace d'adressage du microprocesseur, le concepteur il doit veiller à assurer la compatibilité dynamique entre le microprocesseur et les composants. Des fois, le microprocesseur il peut mettre une adresse pendant un certain temps sur le bus d'adresse, mais le composant il a besoin de plus de temps que ça pour arriver à lire cette adresse. Donc lorsque le microprocesseur pilote des bus de contrôle et d'adresse, les temps de cycle de lecture et d'écriture doivent toujours être supérieurs aux limites spécifiées par le constructeur du composant que vous trouvez dans la datasheet. Donc les microprocesseurs ils sont aujourd'hui fréquemment dotés d'un circuit interne programmable permettant d'adapter facilement, sans modification matérielle que par du soft, la durée des cycles de lecture et d'écriture au timing du composant. C'est ce qu'on appelle le générateur de wait state qui va attendre. C'est le cas par exemple de notre DSP. Dans notre DSP, il y a un registre qui s'appelle WSGR, ça veut dire Wait State Generator Control Register, et il est implanté à l'adresse FFFF. C'est faux parce que les adresses sont sur 22 bits. Je crois que c'est plutôt ceci. Voilà.
FFFFFFF de l'espace input-output et il permet de configurer la durée des cycles de lecture et d'écriture du DSP. Donc lorsqu'un microprocesseur il ne possède pas de circuit de ce type, ou alors qu'il est insuffisant, bah, il est nécessaire d'associer au circuit de sélection une logique qui va activer ou non la génération d'un délai d'attente lors des accès de lecture et d'écriture. Après, je vous rappelle, je vous rassure, c'est totalement transparent pour vous dans le code une fois que c'est réglé. Ce signal est appliqué donc sur la sortie qu'on appelle la broche ready du microprocesseur qu'active sa mise en attente. Donc un petit exemple, hein. Ici j'envoie un nombre A sur 15 bits. En fait le microprocesseur ici il le met. Ici j'ai la clock de sortie du microprocesseur et le temps que le composant puisse lire ici dans D les bits qui ont été mis dans A, il a besoin d'un temps. Donc en fait on va attendre un cycle ici. Donc on va attendre tout ce temps-là, pendant tout ce temps-là, les bits ils vont rester sur le bus d'adresse avant de passer à une autre valeur. Et pour faire ça en fait, on met la borne ready à 0 dès qu'on met la valeur, ici. Et puis tant qu'elle est à 0, tant qu'elle ne repasse pas à 1, on va attendre. Alors, je reviens sur le circuit de sélection et on va voir ensemble plusieurs topologies de circuit de sélection. Et c'est le cœur du chapitre. Et on va commencer par la sélection par décodeur. Donc le principe du décodeur, à quoi ça sert? Un décodeur, ça permet d'activer une sortie et une seule, puisque chaque sortie est reliée au chip select de chaque composant. Donc il faut absolument activer une seule de ces sorties à la fois. Je vous rappelle, pour activer, on met un 0. Pour désactiver, on met un 1. Donc c'est pour ça que vous voyez des triangles ici, ou des ronds ici, pour dire que la sortie vaut 1 quand elle est désactivée et 0 quand elle est activée. Donc elle permet d'activer une sortie seule parmi les deux n, avec n nombre de sorties, à partir d'un nombre binaire, d'un mot binaire et de n bits appliqués en entrée. Ça va dépendre des entrées de ce qu'on applique. Par exemple, le décodeur qu'on voit ici, c'est un 74-638. Alors c'est juste deux façons de le représenter schématiquement. Vous verrez dans les datasheets ça ou ça, mais c'est exactement la même chose, hein, les deux dessins ici. Il permet d'activer 8 sorties différentes. La sortie activée, elle est sélectionnée par le mot binaire appliqué en entrée. En fait, vous avez 3 bits en entrée, donc ça fait 8 combinaisons. Si vous mettez 0, 0, 0, c'est la sortie 0. Si vous mettez 1, 1, 1, c'est la sortie 7. Si vous mettez 0, 1, 1, c'est la sortie 3. Donc on applique ça sur les entrées A0, A1, A2 qui sont là. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Hein. C'est pareil. La figure suivante illustre les représentations. Donc voici les représentations. Donc ça en fait, c'est une figure qui donne le pin-out. C'est le nom des broches. Et ça, c'est plus une figure qui représente l'architecture. Mais ça revient exactement au même. Les entrées d'activation globale. Donc, on a parlé des sorties, on a parlé des entrées là de sélection. Et ça en fait, c'est le chip select. Et pour que le chip select soit valable, il faut que ces 3 entrées avec un masque E, on le voit ici et on le voit là, fassent la 4, c'est-à-dire E1, il faut qu'elle soit égale à 0, E2 soit égale à 0 et E3 soit égale à 1. Donc leur rôle est de permettre de combiner en parallèle ou en cascade plusieurs décodeurs dont les sorties sont activées ou non. On peut cascader des décodeurs grâce à ça. Le tableau suivant donne la table de vérité du décodeur. Donc voilà comment le décodeur fonctionne. Ici, je vais plutôt prendre mon stylo. Hop, tout là, ce sont les sorties. On les retrouve ici dans le tableau. Je vous ai dit qu'une seule de ces sorties peut être activée. Donc vous voyez, H c'est pour I, donc c'est pour la sortie vaut 1. L c'est pour low, la sortie vaut 0. Je vous ai déjà entouré ici. Vous voyez qu'en fait, quand il y a la sortie Y0 ici qui est activée, tous les autres elles sont désactivées. Et à chaque fois, il n'y en a qu'une seule d'activée. D'accord? Et ensuite, eh bien, si on regarde sur A0, A1, A2, A0 c'est le bit de poids faible, c'est le LSB. A2 c'est le bit de poids fort, c'est le MSB. On voit quand on met 0, 0, 0, c'est la sortie 0 qui est activée. Quand on met 1, 0, 0, qui fait 1, c'est la sortie 1 qui est activée, etc., etc. Et pour que tout ce beau monde fonctionne, eh bien, il faut que E1, E2, E3 soit 0, 0, 1. Il suffit qu'il y en ait un des autres qui ne soit pas dans le bon état. Et en fait, toutes les sorties automatiquement, elles passent à 1, donc elles sont désactivées. Le décodeur, il permet donc d'activer une sortie et une seule parmi les deux N à partir du mot binaire de N bits appliqué sur les entrées de commande. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, on va faire l'utilisation d'un seul décodeur. Le circuit de sélection assurant le décodage est constitué d'un décodeur activé en permanence. Donc là, on va fixer, regardez, dans le schéma
E1, E2 à la masse et E3 à VCC. Donc là, il sera tout le temps activé, donc on sera toujours dans cette case-là de la table de vérité. Les lignes d'adresse haute du microprocesseur sont reliées aux entrées de sélection du décodeur, on va le voir, tandis que les sorties du décodeur sont reliées aux entrées de sélection des composants. Dans ce cas, l'espace d'adressage est découpé en zones contiguës, c'est-à-dire qu'elles sont collées les unes aux autres de même taille. Alors on va voir ça tout de suite. Avec un petit exemple, on va décoder une ROM de 8 kMo, une RAM de 8 kMo et un timer de 8 mo. Donc, comment je vois ça? Ça, c'est le microprocesseur. On voit que son bus d'adresse, il est entre A15 et A0, il a donc 16 bits. Ici, on a une première mémoire, une mémoire ROM, qui a des bits de A0 à 13, donc elle a 13 bits. Donc, elle a 8191 cases possibles, mo, donc 8 kMo. 8192, pardon. Pareil pour la RAM. Et pour ici un timer en fait c'est pas une mémoire, il a besoin quand même de quelques cases mémoire pour sa configuration en fait. Il a de A0 jusqu'à A2, donc il a 8 cases mémoire, 3 bits. Donc 8 mots. Hein, on le retrouve ici. Ok, et petite particularité, ici le max c'est A12, mais ici j'ai A13, A14, A15. Et en fait A13, A14, A15 ils sont reliés au circuit de sélection qui est là, aux broches A0, A1, A2. Et je vais pouvoir comme ça activer le chip select qui m'intéresse. Alors, la question, et c'est la question que vous allez vous poser en TD, en examen, etc. C'est ça qu'on va faire. Le chapitre sert à ça. C'est comment déterminer l'espace mémoire du microprocesseur. Donc, je l'ai dit, le microprocesseur, il est composé de 16 bits de bus d'adresse. Et pour chaque composant, on peut écrire un tableau avec les 16 bits. Et on regarde les bits nécessaires pour activer le boîtier et leur niveau d'origine. On va prendre un exemple avec la ROM ici. La ROM qui est là, son chip select, il est relié ici sur Y0. Donc pour pouvoir activer et travailler avec la ROM, pour pouvoir travailler avec les adresses de la ROM ici, quelles sont les combinaisons qui peuvent me permettre d'activer Y0? Eh bien pour activer Y0, il faut regarder sur les entrées. Et je l'ai vu dans la table de vérité tout à l'heure, qui est ici. Pour activer Y0, il faut que les entrées soient 0, 0, 0. Donc il faut que A13, A14, A15 soit à 0. Voilà pourquoi j'écris dans mon tableau 0, 0, 0. Ici, vous remarquez que j'ai rien écrit. Pourquoi? Eh bien parce que ces bits-là, A12 à A0, ne servent pas dans la sélection du composant. Par contre, ils vont servir après à sélectionner à l'intérieur du composant quelle adresse on veut utiliser. Du coup, on remplit le tableau comme ça. Avec le circuit de sélection, on a vu que A15, A14, A13, il fallait qu'il soit 0. Donc on met 0, 0, 0. Et ensuite, on voit que A0 jusqu'à A12 sont reliés à la ROM. Donc ils vont servir pour créer les adresses de la ROM. Donc on va mettre des points. Parce qu'on va dire qu'ils sont utilisés par le composant, qui est ici une mémoire. Donc tous les adresses qui sont ici vont être utilisées. Vous faites ce petit travail-là. Et après, vous posez la question, est-ce qu'il y a des cases vides? Ici, il n'y a pas de cases vides. Soit les cases ont un 0, soit les cases ont un point. Donc, toutes les adresses de la ROM, c'est une ROM, elles vont être utilisées. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle de recouvrement. On verra un exemple après avec du recouvrement. Question, quelle est la plus petite adresse de cette mémoire et quelle est la plus grande adresse de cette mémoire à la vue du microprocesseur? Et bien, pour le microprocesseur, la plus petite adresse, c'est les 3 zéros ici pour la sélection et tout des 0. Et la plus grande adresse, c'est les 3 zéros ici pour le circuit de sélection et tout des 1. Donc toutes les adresses comprises entre ces deux adresses-là et ces deux adresses-là incluses, seront automatiquement programmées dans la mémoire ROM, ici. Du coup, on peut même en déduire quelle est la taille de l'espace mémoire réservé à l'espace mémoire ROM. La taille, c'est l'adresse de fin, c'est-à-dire celle-ci, c'est-à-dire celle-là, plus 1, moins l'adresse de début, c'est-à-dire celle-là. Donc c'est égal à 1 FFFF plus 1 moins 0000, ça fait 2000 en hexa. Et 2000 en hexa, ça fait 8 kMo. Un deuxième petit exemple, trouvez les adresses cette fois-ci de la RAM. La RAM, elle est ici. Ici, le chip select, hop, si je vais regarder, il est relié sur Y1. Donc pour activer Y1, il faudra mettre 1, 0, 0. C'est ce que me donne la table de vérité. Je ne reviens pas dessus. Donc je vais mettre 0, 0, 1. Et ensuite, je regarde quels sont les bits du bus d'adresse qui sont reliés de A12 jusqu'à
de A0 jusqu'à A12, pardon. Donc je mets des points dans A12 jusqu'à A0. Et du coup, pour trouver l'adresse la plus petite possible, je remplace les points par des 0. Pour trouver l'adresse la plus grande possible, je remplace les points par des 1. Donc la plus petite adresse possible, c'est 001 et tout des 0, c'est-à-dire 2000. Et la plus grande adresse possible, c'est 001 et tout des 1, c'est-à-dire 3FFFF. Enfin, on va faire le dernier composant, et là, ça va être intéressant parce qu'on va avoir du recouvrement. Donc pour le timer, on s'aperçoit quoi? On va regarder. Le timer, son chip select, il est relié à Y3. Y3, il faut le mettre avec 1, 1, 0. Mais Y3, attention, il a que A0 jusqu'à A2 qui sont reliés. Donc on y va. Je vais mettre, c'est pas là, c'est là. Je vais mettre 0, 1, 1 comme je vous l'ai dit pour activer le composant. Et après, je mets des points sur A0, A1, A2 parce qu'ils sont reliés au composant. Et là où il n'y a pas de chiffres, là il n'y a pas de points, vous mettez des croix. Et les croix, faut faire attention. Je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle du recouvrement. On voit bien que le timer, il a besoin d'un espace de seulement 8 mots, lui parce qu'il a que 8 mots. Mais avec le décodage qu'on a fait, en fait, vu qu'on les a mis sur les points forts ici, le décodage, il va lui attribuer un espace de 8 kilomots. Ok ? Il faut donc distinguer ce qu'on appelle la zone attribuée au timer, les 8 kilomots complets, de la zone utile du timer. Lui, il a besoin que de ces bits-là. Et ce qu'on appelle la zone de recouvrement, c'est-à-dire la zone totale moins la zone utile. Alors, pour déterminer la zone utile, vous remplacez simplement les croix ici par des zéros. Et vous faites le calcul. Comme ceci, tout des zéros. Et ici, la plus petite adresse, je remplace les points par des zéros. Donc 0, 0, 0. Et ensuite, pour la taille max, en utile, vous remplacez toujours les croix par des zéros, mais les points par des 1. Ça va faire 0, 1, 1. Tout des zéros les croix. Et ici, 1, 1, 1, 1. Donc 6000 partie basse, 6007 partie haute. Donc vous voyez qu'il y a 8 adresses qui sont utilisées. Or, on a réservé 8 kilomots. Donc, quel est le reste de la mémoire qu'on a réservé? C'est ce qu'on appelle le recouvrement. Donc, pour la zone de recouvrement, l'adresse immédiate suivante à la zone utile jusqu'à la dernière adresse de la zone attribuée au timer est prise. Donc, j'allais de 6000 à 6007 en utile. Donc, en recouvrement, je vais de 6008 jusqu'à le max. Je remplace les croix par des 1, les points par des 1. Et ça me fait 0, 1, 1 et tout des 1. Donc, ça me fait 7 FFF. Donc, au final, du point de vue du microprocesseur, la zone utilisée par cette mémoire, donc attribuée, ce qu'on appelle, c'est 6000 à 7 FFFF. La zone utile, c'est uniquement de 6000 à 6007. Et la zone de recouvrement, c'est de 6008 à 7 FFFF. Voilà. Alors, accéder à la zone de recouvrement, ça revient à accéder à la zone utile modulo 8. Hein? Donc, à chaque fois, en multipliant par 8. Puisque les lignes d'adresse A3 et A12 ne sont pas reliées au timer. Donc la valeur est indifférente pour le timer lors d'un accès effectué par le microprocesseur. Allez, un petit exo. Trouvez le plan mémoire du microprocesseur. Ici, c'est un microprocesseur 6809 de chez Motorola. Indiquez les zones utiles, les zones de recouvrement si la zone utile n'est bien sûr pas attribuée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là-dedans? Ici, on a notre microprocesseur avec un bus d'adresse de 16 bits. Ici, on voit qu'on a une première mémoire, une ROM, une deuxième mémoire, une ROM, et ici, une troisième mémoire, une RAM. En fait, toute cette mémoire, elles vont de A0 jusqu'à A12. C'est les trois à peu près pareil là-dessus. Et ces mémoires ont une sortie de 8 bits. Donc, je vais avoir un bus de données de 8 bits et un bus d'adresse de 16 bits. Okay. J'en ai encore en bas ici. Donc, ici, j'ai un PIA, et c'est un port d'entrée-sortie numérique. Et j'ai son chip select qui est là. Et lui, il a des datas également. Et il suffit de l'activer. Alors, dans tout ça, pour faire le ménage, j'ai un circuit de sélection. Voici le circuit de sélection. Donc, circuit de sélection, il est relié sur A13, A14, A15. Et en sortie, je branche mes 4 composants. 1, 2, 3 et 4 en bas. Donc, là, c'est arbitraire. Hein. J'ai choisi PIA sur 15. La RAM sur 14, la ROM 2 sur 9 et la ROM 1 sur 7. Je vous ai fait ici un petit zoom du circuit de sélection. Hein. Ok, ici. Du coup, utilisons créons le tableau pour utiliser les fils d'adresse. Et les fils d'adresse non utilisés, on mettra une croix et un point pour ceux qui sont utilisés. Donc on y va, ROM 1. Alors, ROM 1, je repère la sortie.
on va se mettre là, ce sera plus simple, c'est la sortie Y7. Donc pour que Y7 soit activé, il faut mettre 1, 1, 1 ici. Et ben, il suffit ici de mettre 1, 1, 1. Ensuite, quelles sont ces bus adresses? Donc ROM 1, il y a A0 jusqu'à A12. Donc de A0 ici jusqu'à A12, je vais mettre des points. Et voilà. Je fais pareil pour ROM 2. Donc ROM 2, il est où? Il est là. C'est 6. 6, c'est 1, 0, 1. Pardon, c'est 1, 1, 0, 6. Et ensuite, je vais regarder dans ROM 2 ici combien d'adresses j'ai jusqu'à A0 jusqu'à A12. Donc je fais des points de A0 jusqu'à A12. Ensuite, j'ai la RAM. Donc la RAM, elle est là. Donc j'ai A0 jusqu'à A12. Et la RAM, elle est ici, c'est Y1. Y1, c'est le code 1. Donc 1, 0, 0. Donc la RAM, qu'est-ce que j'ai dit? A12 jusqu'à A0. Donc c'est bon, c'est pareil, pas de recouvrement parce que ça va faire tous des points. Voilà. Et enfin, PIA. PIA, il est ici. Son circuit de sélection, c'est Y0. Donc, je vais mettre 0, 0, 0. 0, 0, 0. Et lui, en fait, le bus d'adresse qu'il a, c'est A0 jusqu'à A3. Donc, je vais mettre des points. A0, A1, A2, A3. Et tout le reste, c'est de recouvrement. Je mets une croix. Voilà. Et à partir de ça, vous allez voir, on fait pas mal de calculs. Donc, on peut calculer les adresses min et les adresses max des zones occupées, zones utiles, etc. Donc, les zones occupées, c'est l'espace mémoire total occupé par le composant. Donc, par exemple, pour Romain, l'adresse min, c'est 1, 1 avec les points remplacés tout par des zéros. Donc, ici, ça va faire E, 1, 1, 1, 0, et ensuite 0, 0, 0. En hexa. Je vais tout écrire en hexa dans ce tableau. L'adresse maximale, je remplace les points par des 1, donc c'est bien F, 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 F. Ensuite, la zone utile. La zone utile, en fait, c'est la même que la zone occupée s'il n'y a que des points, s'il n'y a pas de croix. Donc, on va remettre la même. Voilà. Et la zone de recouvrement, bah ici, en fait, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de croix. À partir du moment où vous n'avez pas de croix, vous n'avez que des points, c'est que de la zone utile. La taille occupée, eh bien, c'est 8 km. Pourquoi 8 km? Eh bien, parce qu'il y a 8192 adresses là-dedans. Et la taille utilisée, c'est également 8 km. Ok. Oups, pardon. Voilà. Alors, je vous laisserai faire les autres. Mais en gros, la ROM 2, bah, c'est à peu près la même, hein, sauf que... Ah, on va quand même la faire. On va faire au moins la zone occupée. Donc la zone occupée, j'ai 1, 1, 0. Je remplace les points par des 0. Donc 1, 1, 0, ça fait C, 0, 0, 0. Jusqu'à 1, 1, 0 et je remplace tout par des 1. Donc 1, 1, 0, 1, ça fait D, F, F, F. Et toute la zone utile, occupée est utile. Donc de C000 jusqu'à DFFF. Il n'y a pas de zone de recouvrement. Et la taille occupée, c'est toujours 8 km. Et la taille utilisée, elle est également entièrement utilisée, celle-là. Ok. Je vous laisse faire ça pour la RAM. Et puis, on va voir PIA. Alors, PIA, la zone occupée, je remplace les croix et les points par des zéros pour l'adresse min. Donc, ça fait 0, 0, 0, 0. Et puis, pour l'adresse max, je remplace les croix par des 1, les points par des 1 en occupé. Donc, ça va me faire 1, F, F, F.
Et ensuite, la zone utile. Alors, la zone utile, la première, c'est la même que la zone occupée. Ça, il n'y a pas de souci. Et la deuxième, en fait, c'est je remplace les croix par des 0, les points par des 1. Donc, ça va me faire ici 0. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 0, 0 et ici F. Voilà. Donc, j'ai uniquement les adresses entre 0 et F qui sont utilisées. Et la zone de recouvrement, c'est tout le reste. Donc, F plus 1, ça fait 0, 0, 1, 0. Jusqu'à tout au bout. Donc, ici, ça fait 0, 0, 1. Donc, ça fait 1, F, F, F. La taille occupée, plouf, ici, c'est 8 km. Donc, ça moins ça plus 1. Et la taille utilisée, eh bien, ici, on en avait 8, donc ça va être 8 mots. Pardon. Voilà. Ok, donc voilà pour les décodeurs. Ça, c'était le décodeur simple. Maintenant, on peut le cascader, ce décodeur. Donc, pour améliorer l'utilisation de la mémoire en réduisant les zones de recouvrement, on peut obtenir un découpage de l'espace mémoire en zones de taille différentes. Comment? En cascadant plusieurs décodeurs. Pardon. Vous voyez que ce décodeur-là, en fait, il est en aval de ce décodeur-là. Pourquoi? Parce que la sortie S7 de celui-là va les mettre à 0, ED et E2. Et donc, activer ce composant-là. Donc, quand on a plus de 8 chip select à configurer, on peut faire ça. Donc, le premier décodeur, il scinde la zone mémoire du microprocesseur en 8 parties. Donc, chacune égale de 8 km. Et le deuxième, il va scinder une zone mémoire de 8 km en 8 parties. Donc, 8 x 8, 8 divisé par 8, ça fait 1 km. Donc, à l'intérieur de Y7, là, il y a encore une sélection derrière. Alors, petit plan mémoire. S0, c'est 0, 0, 0. Donc, ça va me faire l'adresse mine de 0 jusqu'à l'adresse max 1, F, F, F. OK? Donc, c'est 8 km. S1, ça fait 0, 0, 1. Donc, et ici, tous les zéros. Ça fait donc 2000. Et si je remplace tout par des 1, ça fait 3, parce que là, je mets un 1, 3, F, F, F. Donc, 8 km. Bon, je ne vais pas tous les faire, etc., etc. Alors, on pourrait quand même faire celui-là. Donc S7, S11. Donc S11 est ici, là. Donc c'est la sortie Y3. Donc pour activer la sortie Y3, il faut mettre dans A0, A1, A2. Je me suis pas trompé. Non. Pardon. A10, A11, A12. J'avais pas vu, je me disais bien que je me trompais. A10, A11, A12. Pour activer S11, il faut mettre 0, 1, 1. Donc 0, 1, 1. Donc, A10, A11, A12. Ici, je mets 1, 1, 0. Donc, ça, c'est pour activer ça. Mais avant, il faut activer ça avec S7. Et S7, c'est 1, 1, 1 ici. Voilà. Et après, eh bien... est-ce que j'ai l'info? Non, j'ai pas l'info. Donc, on va mettre des X. Je ne sais pas ce qui est relié entre le composant et le microprocesseur. Alors, l'adresse minimale, c'est 1, 1, 1, 0, c'est-à-dire E, 1, 1 et tous des zéros. Donc, c'est-à-dire E, C, 0, 0. Et l'adresse max, c'est E, F, F, F. Voilà. Et la taille est bien sûr de 8 km. Ok, un deuxième exode, donnez le plan mémoire du microprocesseur ci-dessous. Donc, voici un microprocesseur, ici. Voici différents composants. Donc, il y a 274 LS138. Donc, ça, c'est mes décodeurs. On voit qu'ils sont reliés en cascade. On voit que la reliée Y6 est reliée sur l'entrée ici. Ok. Et voici mes composants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont au nombre de 5. Ils partagent tous les mêmes bus d'adresse. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, donner le plan mémoire ci-dessous. Eh ben, je vous le laisse faire à la maison et je vous le corrige et je vous le mets la correction sur Moodle. Donc, le plan mémoire, hein, c'est exactement ça. C'est ça. Je vous corrigerai, je vous mettrai la correction sur Moodle.
Autre exemple, soit un microprocesseur en 16 bits, ayant 16 bits d'adresse. Donc, donner les zones d'adresse en hexadécimal validées par le circuit de décodage, qui est ci-dessous. Donc, c'est deux décodeurs en parallèle, en série, pardon, en cascadé. On relie la branche d'activation d'un PIA à la sortie 24 du schéma du décodage dessus. Sachant que le PIA, il possède deux lignes d'adresse que l'on a reliées à A0 et A1 du microprocesseur. Donc, ils sont symbolisés ici. C'est bien S24, ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Alors, la zone d'adresse attribuée, on veut donner la zone d'adresse attribuée au PIA, la zone d'adresse utile pour le PIA et la zone de recouvrement éventuel et stade de nombre. Donc, je rappelle, hein, c'est la sortie 24. Donc, la sortie 24, elle est ici. Donc, c'est Y4. Donc, pour aller l'allumer, il faut mettre 1, 0, 0 ici. Donc, 1 dans A9, 0, 0. J'ai un petit tableau, j'ai pas de tableau, je le fais là. Donc ici, on appelle ça PIA. Donc de A15, A14, A13, etc. jusqu'à A0. Donc pour pouvoir faire ça, pour pouvoir utiliser la sortie 4, je vais mettre 1, 0, 0 ici. Et avant, il faut que j'utilise lui, c'est la sortie 2. Je vais mettre 0, 1, 0. Donc, pour ce faire, dans du coup A7, A8, A9, on va gommer ça, sinon on n'aura pas la place. Ici, pardon, j'ai un peu du mal là. Voilà. Ok. Donc, ce qui nous intéressait, c'est A15, A14, A13. Déjà, ici, il faut les mettre à 0, 0, 1. Donc, 1, 0, 0 pour pouvoir activer ce composant-là. Ensuite, il va falloir mettre A12, A11, A10, A12, A11, A10, qui sont ici à la sortie Y2. Donc, pour Y2, je vais mettre 0, 1, 0, c'est-à-dire le nombre 2. Et ensuite, A9, A8, A7. Ça va être égal à... j'ai dit S24, hein, donc 4, donc 1, 0, 0. Ouais, S24. Donc ici, 1, 0, 0. Voilà. Et puis, je n'ai pas vraiment d'infos sur ce qui est en dessous. Ok, donc... Ensuite, on va mettre des croix ou des points, ça change pas grand-chose. Ah si, ça change. Est-ce que j'ai un graphe du PIA? Non, j'ai pas. Alors, on va dire que le PIA n'a aucune bit d'adresse de relié. Donc, de A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0, j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, voici le code de l'adresse. Et ça, c'est l'adresse minimale. Donc, l'adresse minimale, c'est 8 C 0, 0. Voilà. Donc, voilà l'adresse minimale. L'adresse maximale, je vais remplacer ici par... c'est des points, là, c'est pas des zéros. Hein. Je vais remplacer... Ouais, j'aurais dû faire des points plutôt, comme ça. Je vais remplacer les points par des 1. Donc ici, j'ai toujours 8. Donc ça, c'est le min. Ça, c'est le max. Donc, ici, 8. Ici, je remplace par un 1. Ça va faire 1, 0, 1, 1. Ça fait B. Et ici, F, F. Voilà. Les adresses utiles, on ne peut pas répondre à cette question parce qu'on ne connaît pas les adresses du PIA, exactement. Et la zone de recouvrement éventuelle, on ne peut pas répondre non plus à cette question parce que c'est la zone utile max plus 1 jusqu'à la fin. Alors, ensuite, on a la sélection par EPROM et circuit logique programmable. Donc, on va voir le décodage d'adresse par EPROM. Donc, au lieu d'utiliser un circuit de sélection comme on a vu avant, basé sur un décodeur, on va utiliser une EPROM.
Donc l'utilisation d'une mémoire de type EPROM comme circuit de décodage, elle permet d'accroître la finesse de découpage d'adresse, sélection de zones de taille très différentes. Elle permet également la modification du découpage par simple programmation de l'EPROM, rendant ainsi le système plus évolutif. Donc le principe c'est le suivant. Les lignes d'adresse du point fort du microprocesseur sont reliées aux lignes d'adresse de l'EPROM, exactement comme avant. Les lignes de données de l'EPROM constituent les sorties de sélection des composants. C'est comme avant avec le décodeur. Et l'EPROM est activé en permanence. Ça c'est nécessaire, sinon ça va pas marcher. Le contenu de l'EPROM définit l'état des signes de sélection des composants. Ainsi, il faut par exemple enregistrer dans une EPROM 8 bits la donnée FE pour que la ligne de sélection Y0 soit activée lorsque cette donnée est appliquée en sortie d'EPROM. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc on désire affecter les zones suivantes. Nous on veut Y0 qui est de 0 à 7 BFF. On veut Y1 de 8000 à BFFFF. Y2 de C à DFFFF. Et Y3 de E000 à FFFF. Alors comment on fait? Eh bien, c'est pas compliqué, hein. On a Y0, Y1, Y2, Y3. On va mettre leur code. Donc pour Y0, les adresses du microprocesseur, donc ici, pour 000, pardon, on a le contenu hexadécimal dans l'EPROM FE. Parce que le bit de point faible ne compte pas, parce qu'on n'a que 8 bits du bus d'adresse. Et le contenu de l'EPROM va être ceci en binaire. Et la ligne qui va activer va être Y0 ici. Ok. Et ceci, pour toutes les combinaisons, arriver jusque là, j'aurai toujours Y0. Donc que je mette 000, 001, 010 et 001. Quelles que soient les combinaisons que je mette, j'aurai ça. Ensuite, FD et FB, dans la mémoire, ça m'est donné pour 100 et 101. Et ensuite, FV pour 110 et F7 pour 111. Donc la taille des données de l'EPROM, qui sont ici de 8 bits, définit le nombre de lignes de sélection et donc le nombre de composants différents interfaçables. Le nombre de lignes N de lignes d'adresse de l'EPROM, il définit la résolution avec laquelle l'espace d'adressage peut découper. Et taille du plus petit bloc, c'est égal à l'espace total divisé par 2 puissance n, 8 kmol dans notre cas ici. Allez, un petit exemple. Donnez le plan mémoire de la carte du microprocesseur. Donc voici le microprocesseur qui est là, et voici les différents composants. Donc on a une EPROM, un 74 LS138, une deuxième EPROM, de la RAM, encore de la RAM, et puis après c'est quoi? C'est le vecteur d'interruption, ouais. Donc VIA. Alors, voici le contenu d'EPROM. Voici ce que vous avez à l'intérieur de l'EPROM. Donc, quand vous appliquez, par exemple, cette adresse-là, 20, en sortie, lui, il place DF. Okay. On va donner le plan mémoire. Alors, on va commencer par lequel Donc, on va déjà commencer par identifier le circuit de sélection. Le circuit de sélection, il est ici, on le voit, parce qu'on a les S-bars. D'accord. Ici, c'est U18. Tac, tac, tac. Est-ce que je vois pas? Ouais. Petit bug dans mon cours là. Bon, c'est pas grave, on va s'adapter. On va dire que U18 c'est S8. Ok, normalement vous devriez retrouver U18 bar ici. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, il faut mettre 000 ici. Pardon. Il faut chercher ici la combinaison A5, A6, A7 qui va me permettre ouais, c'est ça. Ouais. J'ai dû me tromper quand j'ai écrit le programme, je suis désolé. Ici, donc, on va, il y a U18, U2, U3, U4, etc. Bon, je vous fais la démo pour U18, puis vous allez voir, c'est très rapide après, vous pouvez faire pour les autres. Hein. Donc, A5, A6, A7. Ici, je veux activer la sortie S8. Donc, celle-là à 0, toutes les autres à 1. Donc, si j'écris le code binaire, ça fait celle-là 1, celle-là 1, 1, 1, 1, 0. Je le retourne, ça me donne 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ok. En le mettant à l'horizontale. Ici, c'est le MSB. Ici, c'est le LSB. Ok, donc ça me donne en hexa F. Et ici, E. Je prends ma table
et je cherche toutes les adresses qui correspondent à FE. En fait, ça commence ici et ça va jusqu'ici. Voilà, tous les FE. Il n'y en a pas d'autres dans le programme. Donc ça, c'est l'adresse 00. Et ça, c'est l'adresse 0F, pardon. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, toutes les adresses comprenant entre 00 et 0F vont fonctionner. Donc, dans ma table mémoire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les écrire en binaire. Donc, 0000, 0000, et jusqu'à F, 0000, 0E, 1111. Et je vais m'imaginer dans ma tête toutes les combinaisons possibles entre les deux ici. Et parmi toutes ces combinaisons, quels sont les seuls chiffres qui restent identiques tout le temps? En fait, ceux qui restent identiques, c'est ceux-là. Et ceux qui varient, c'est ceux-là. Ok. Maintenant, fort de ça, je vais pouvoir mettre en entrée les 3 bits de poids faible ici. Donc A5, A6, A7. Ces 3 bits seront 1, 1, 1. Donc ici, on a A5, A6, A7 comme ça. Donc 1, 1, 1. Donc si je mets 1, 1, 1 ici, ça va aller activer suite. Voilà comment fonctionne la sélection par mémoire. Donc je vous laisserai faire les autres à la maison. Et ensuite, alors pour terminer, un petit focus sur le décodage par circuit logique programmable, avec une petite introduction. Donc, bien que les prompts constituent elles-mêmes un circuit logique programmable, donc c'est des rangées de FX et de OU programmables, il existe des composants qui sont très adaptés à la programmation des fonctions logiques, telles que les PAL pour Programmable Array Logic Device, donc c'est des rangées de et de OU programmables, les GAL pour Generic Array Logic Device, c'est des émulations de différents PAL, les PLA, les CPLD et les FPGA. Alors ces composants, ils se programment de manière identique à une EPROM ou à une RAM, comme on vient de le voir. Leur contenu il est défini à partir d'équations logiques ou combinatoires ou séquentielles à l'aide des logiciels adaptés. Donc ça, c'est très utile pour nous pour la sélection. Les composants de logique programmable, donc qu'on appelle PLD pour Programmable Logic Devices, ils permettent de réaliser l'implantation personnalisée de circuits numériques à faible coût, tout en réduisant les risques de routage. Ils sont adaptés plutôt aux applications produites en faible quantité. Ou alors, bien sûr, lorsque le marché est urgent. Donc, contrairement aux composants programmables par masque, les PLD, ils sont programmés électriquement par l'utilisateur. En général, les données de configuration du composant, ils sont chargés par la liaison série, soit directement à partir du logiciel de description, soit via un programmateur de composants. Et l'architecture interne de ces composants, elle varie, ça peut être des simples rangées de AND et de OR, pour des petits PLD, jusqu'aux matrices de cellules logiques complexes des FPGA. Les composants de logique programmable sont disponibles dans une large panoplie d'architectures. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est juste pour vous introduire un petit peu au FPGA, ce que vous pouvez voir en EN41. On peut les classer dans 3 groupes énumérés par capacité et coût croissant. Donc il y a la SPLD, c'est plus petit. Ensuite il y a les CPLD et tout au-dessus il y a les FPGA. Alors un petit principe quand même de base pour que vous compreniez comment ça marche. La forme la plus simple du PLD, elle comprend une rangée de AND, qui est ici, pilotant une rangée de OR, qui est là. Comme le montre la figure. Donc dans cet exemple, chaque porte AND possède 6 entrées programmables, qui sont ici. Et chaque OR possède 4 entrées fixes, qui sont ici. Et ce type d'architecture, il est adapté à l'implantation de fonctions logiques de la forme f égale a et b et c bar, ou a bar et b et c. Donc ils sont exprimés ici en somme de produits. Donc les connexions des ports dans chaque matrice, c'est-à-dire tout ici, elles peuvent être fixes ou elles peuvent être programmables. Donc une connexion fixe, elle est câblée lors de la construction du circuit, tandis qu'une liaison programmable, en fait, elle est réalisée par un fusible par rapport au soft que vous faites. Le composant est personnalisé pour réaliser les fonctions logiques désirées en grillant les fusibles des connexions enlevées. Un petit exemple. Ici, en fait, on va griller différentes connexions pour pouvoir programmer le plan mémoire ici, O0, O1, O2 qui sont actives au niveau logique 1. Hop. Donc,
O0, O1, O2 ici. Hop, on fait le lien avec cette ligne-là. Et cette ligne-là ici, si j'ai 0, 0, 0 jusqu'à 1, F, 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 donc là, je repère les bits qui ne changent pas et je vais les griller ici. Donc ici, dans mon cas, ceux qui ne changent pas, c'est A15, A14 et A13 par rapport à ces deux valeurs-là. Et donc, je les grille comme ça. Et pareil pour les autres. Ensuite, on a l'architecture PROM, c'est des rangées de N de fixe et des rangées de hors programmables. Donc, vous voyez, c'est à peu près la fin. C'est juste là, on a juste inversé en fait. Donc, l'architecture de la plupart des PROM pour Programmable Read-Only Memories, elle est constituée en une rangée de termes N figés, alimentés une rangée de hors programmables, comme illustre la figure 6 contre. Cet exemple montre une construction qui définit une PROM de 8 emplacements en mémoire en une sortie. Et la rangée fixe de N définit donc 8 adresses possibles en fonction des entrées A, B et C, qui sont ici dans le schéma. Une seule porte tenante est active à la fois, hein, quelle que soit la combinaison d'entrées, c'est la sélection. La sortie présente une valeur enregistrée logique 1 ou 0 suivant que le fusible correspondant est intact ou grillé. Des expressions logiques sont ainsi définies en stockant une table de vérité complète dans la PROM. Donc les PROM, elles sont principalement utilisées pour le décollage de combinaisons spécifiques d'entrée activant des fonctions de sortie, telles que les décollages d'adresses dans les environnements à microprocesseurs. Alors cette structure, elle présente toutefois l'inconvénient de devenir gourmande en espace de silicium lorsque le nombre de variables d'entrée, bien sûr, il augmente. Et ensuite, on a les PAL. Alors, les PAL, l'architecture pour l'architecture interne, elle est constituée de termes et programmables alimentés des termes ou figés. Donc, on voit ici, hein, ici, là. Et toutes les entrées de la rangée, elles peuvent être combinées par un et entre elles, ici. Et les PAL, elles ont une architecture très populaire et font probablement partie des composants programmables les plus couramment utilisés. Donc pourquoi? Ils fournissent un compromis optimum en termes de vitesse, flexibilité et densité d'intégration. Et ils offrent certaines possibilités telles que l'utilisation des branches entrée-sortie programmables, etc. Qui sont rétroactifs, qui sont des rétroactions internes également, des sorties, et des bascules ou encore des signaux actifs à l'état bas, ou haut. Les composants contenant des macrocellules, ils sont habituellement une architecture PAL. Donc voici un petit exemple. Donc les macrocellules courantes peuvent être programmées comme des entrées et des sorties. Et des entrées-sorties utilisant une activation en 3 états. Elles comportent habituellement des registres de sortie, hein, donc qui peuvent être ou non associés aux pattes d'entrée-sortie. Et puis on a d'autres macrocellules qui possèdent plusieurs registres de types différents et de rétroactions à l'intérieur des rangées et occasionnellement des rétroactions entre chaque macrocellule. Ici, dans le schéma. Donc ces composants, ils sont essentiellement utilisés pour remplacer les ensembles regroupant de multiples fonctions logiques, souvent lourds à réaliser dans une carte. Et les GAL, donc les GAL pour Generic Array Logic Device, ils ont été conçus pour émuler les PAL les plus courants à travers l'utilisation de macrocellules. Donc si une application elle requiert l'utilisation différente de PAL usuelles, l'utilisateur il peut alors configurer plusieurs GAL identiques pour émuler chacun des autres composants. Ceci, ça permet de réduire la diversité des composants et de réduire le coût global de l'application, tout en profitant d'un prix de stock moins élevé que le prix de composants individuels. De plus, ces composants sont effaçables électriquement, ce qui les rend très avantageux pour pouvoir refavoriser le développement. Les PLA. Alors PLA, c'est Programmable Logic Array. Ça contient à la fois des termes et, on les voit ici, et des termes ou, ici. Cette fois-ci, avant il y en avait un fixe, un programmable dans les exemples précédents. Là, ils sont tous les deux programmables. Donc, ils permettent à n'importe quel terme et d'alimenter chaque ou. Et ces composants possèdent certainement la plus grande flexibilité puisqu'ils ont les deux programmables en termes de fonctionnalité logique. Donc, ils comportent habituellement des rétroactions depuis les rangées de ou vers les rangées de et.
qui permet ainsi l'implémentation de machines d'état asynchrones. Cependant, la plupart des machines d'état étant implantées de manière synchrone, parce qu'il y a des fréquences d'horloge, les constructeurs, ils ont créé un type de PLA qu'ils appellent un séquenceur, possédant des rétroactions à base de ce registre de séquence. Principal inconvénient, c'est la complexité et la multiplicité des fusibles, parce que là, vous voyez, on multiplie toutes les lignes. Et du coup, ça allonge les délais de propagation des signaux logiques et réduit la densité d'intégration dans le boîtier. Donc c'est pour ces raisons que en fait, vous verrez très très peu de composants de circuits de sélection basés là-dessus. Et puis après, eh bien, on a les PLD complexes, donc on appelle les CPLD, C pour complexe. Ce sont en fait des gros pales qui possèdent certaines caractéristiques des PLA. L'architecture de base s'apparente davantage à celle d'un PAL qui possède un nombre accru de termes et par des termes OU. Donc c'est des petites variantes dans l'architecture. Et on arrive au plus gros, au FPGA. Donc les FPGA, c'est le Field Programmable Gate Array, où là, tout est programmable en fait. Ce sont des circuits intégrés constitués de portes programmables électriquement et contenant plusieurs niveaux logiques. Donc ils sont principalement caractérisés par une haute densité de portes, des performances élevées, un grand nombre d'entrées et de sorties configurables par l'utilisateur, et puis un système interconnecté qui est très flexible. Donc ils contiennent une matrice interne de blocs logiques configurables qu'on appelle CLB, un petit test qui en a plusieurs, et une ceinture de blocs d'entrée, IOB. Donc chaque CLB contient une logique combinatoire programmable et des registres de stockage. Et la partie logique combinatoire du bloc, elle permet en fait l'implantation de toutes les fonctions booléennes de ces variables d'entrée. Et puis de l'autre côté, chaque IOB elle peut être programmée indépendamment comme entrée ou sortie avec le contrôle des trois états ou comme patte bidirectionnelle. Il contient également des bascules qui peuvent être utilisées comme entrée ou sortie bufferisée et les ressources d'interconnexion consistant en un réseau de fils courant horizontalement et verticalement entre les CLBD. Donc vous avez plein de choix de programmation différentes. Donc des interrupteurs programmables connectent les entrées et les sorties IOB avec les CLB les plus proches. Et de longs fils traversent toute la longueur ou largeur du composant et ça évite les échanges pour permettre la distribution des signaux critiques avec un gain de temps de transition minimum. Donc pas besoin de faire de wait state, de délai en fait. Donc voilà un petit peu pour résumer toutes les architectures, un petit peu annexes. Donc c'est pas celle qu'on verra en TD en examen. En TD en examen, on va se comment ça s'appelle, se focaliser sur les PROM et les décodeurs. Donc la plupart des technologies que je viens de vous citer ici, elles sont disponibles en CMOS, TTL, GAS, ECL, etc. Après, vous trouverez également des combinaisons un petit peu particulières, par exemple BiCMOS, ECL bipolar, sachant que les deux technologies les plus rapides de semi-conducteurs, c'est ECL et GAS. Par contre, bien sûr, ça a une contrepartie, c'est qu'ils sont également plus gourmands en termes de consommation de puissance. Donc la programmation des composants logiques, donc les composants logiques programmables, toutes les parties programmables, ils sont programmés comment? Soit en fermant ou en ouvrant des connexions à l'intérieur d'une table, ce qui permet de connecter ou déconnecter des entrées à une porte. Et la plupart des programmeurs matériels, ils reçoivent un fichier d'information fusible des logiciels, qui est généralement en format ASCII. Et après, en fait, ce fichier ASCII, il est transformé au format qu'on appelle JDEC pour les PLD ou EX pour les PROM. Et ce fichier contient les informations nécessaires au programmateur pour programmer le composant et puis l'espace mémoire d'adressage. Le fichier JDEC, il contient donc la liste des connexions des fusibles qui sont représentées par une adresse suivie d'une série de 1 et de 0. 1 qui dit pour déconnecter, 0 pour connecter. Et puis, il peut aussi contenir des informations permettant au programmateur matériel d'effectuer un test fonctionnel sur le composant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce test fonctionnel? Ce test fonctionnel, en fait, il peut être réalisé après la programmation du composant, lorsque les matériels logiciels de développement peuvent supporter la génération et l'utilisation de vecteurs de test. Donc, les vecteurs de test consistent en une liste de paths de l'application. Des valeurs d'entrée pour chaque path du test sont fonctionnelles. Donc, en fait, on va tester toutes les adresses. Et une liste de sorties est choisie. Du coup, on regarde si les bonnes adresses correspondent aux bonnes sorties. Donc, si le sélectionneur fait bien son job.
Le programmateur séquence les valeurs d'entrée spécifiées, recherche et sortie citées et donne un rapport à l'utilisateur. Donc ça permet de voir le bon fonctionnement. Et puis je termine par un tout petit cas particulier qui sont les ASICs. Donc ASICs, c'est Application Specific Integrated Circuits. Ils sont mentionnés car ils appartiennent à la classe des composants configurables par l'utilisateur, donc c'est des FPGA, mais ils ont dans un cas particulier, parce que contrairement aux autres composants, ils peuvent contenir des fonctions analogiques, numériques ou la combinatoire des deux. Donc ils sont programmables par un masque et non directement par l'utilisateur. En fait, ils sont programmés à la production du circuit. Ainsi, le constructeur, en fait, il configure le composant suivant des spécifications d'utilisateur, et puis après, quand c'est fondu en usine, c'est fondu avec la spec. Ils sont utilisés pour assembler un grand nombre de fonctions logiques dans un seul composant, associé à de fonctions analogiques. Bon, après, très honnêtement, moi, j'en ai jamais vu des circuits de sélection avec des ASICs, parce que, tout simplement, ces composants, ils ont un coût initial très très important par rapport aux autres que je viens de citer précédemment. Et donc, ils sont utilisés uniquement lorsque vous avez d'énormes quantités nécessaires pour pouvoir réduire le prix. Voilà un petit peu pour ces techniques d'adressage. Donc j'ai balayé toutes les possibilités de technologie et de circuits d'interfaçage. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, il faut retenir que du point de vue du microprocesseur, la mémoire, elle est vue comme une seule mémoire contiguë, qui est des adresses qui commencent par 0000 jusqu'à FFFF, ou plus, hein, dépendant de votre adresse mémoire. Mais qu'en réalité, en fait, c'est décomposé en plusieurs composants, qui peuvent être des composants différents. On a vu, il y a de la mémoire, il y a des timers, etc. Par exemple, nous, hein, le convertisseur analogique numérique, l'ADC, il a ses propres adresses mémoire. Et puis, pour que tout ça soit bien harmonieux, bien, on utilise un circuit de sélection. Et ce circuit de sélection, en fait, il est composé de différentes technologies que je vous ai citées. Donc les deux grandes qu'il faut retenir, ce sont les codeurs et les mémoires ROM. Attention, vous pouvez avoir un circuit de sélection, et c'est le cas dans le TD, ça sera peut-être le cas dans l'examen, qui mixe les deux avec un décodeur et une PROM. Voilà, je vous remercie, ça clôt ce chapitre, et bien, je vous incite à regarder également la vidéo du TD pour mettre en application ceci.